Salut tout le monde! Bonjour. Trop, bonjour, trop contente d'être en live et de vous retrouver ce mardi. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde dans le chat. On est 150. Je pense que ça va encore monter un petit peu. Bonjour Eriwan, bonjour Charlie, bonjour Gilles, bonjour Taufik. Trop cool. Euh, Là, je suis en présence de Katia, mais je vais vous la présenter un petit peu mieux après. J'attends. Oui, ça marche cette fois, Sylvain. Merci de redemander. Voilà, avant de commencer ce live, je vais poser ma petite question du jour. Donc, à l'ère des agents IA, quelle est la dernière grosse feature que vous avez sortie avec une IA? N'hésitez pas à nous partager vos petites anecdotes et tout. Aujourd'hui, c'est un live fait par des développeurs et des développeuses pour des développeurs, mais aussi des gens qui vibe code ou qui produisent à fond avec des IA. Donc, n'hésitez pas, c'est votre moment. Et sans plus attendre, on va passer en mode présentation. Alors aujourd'hui, on a un live vraiment mais XXL avec un invité incroyable qui est OpenAI, présenté par Katia. Comment faire x10 en productivité avec Codex. Alors, c'est moi qui ai eu l'idée de ce live après avoir participé à un meeting d'OpenAI en novembre qui a présenté justement Codex. Je crois que vous veniez de sortir Codex 5.2 ou quelque chose du genre. Je me rappelle plus ce qu'on a sorti. Voilà, En tout cas, ouais. depuis. Mais en tout cas, c'était hyper impressionnant. Genre, pendant 1 heure, on a eu le droit à des live démos. J'avais jamais vu ça avec euh, un petit jeu en multijoueur qui s'est fait faire ultra rapidement, puis des démos par un CEO qui avait codé même son produit. Et je me suis dit, finalement, Codex, on connaît pas tant que ça, nous, sur la scène parisienne et française. Et c'est le moment, à mon avis, de présenter un petit peu mieux cet outil et de faire un live 360 degrés dessus avec Katia, qui est développeur expérience chez OpenAI. Donc, Katia, est-ce que tu veux me dire quelques petits mots sur toi? Oui, alors merci déjà beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc ouais, moi je suis dans l'équipe développeur expérience. Donc concrètement, ça veut dire que je travaille un peu à la jonction des équipes produits, des équipes go-to-market, des équipes recherche. Et en fait, je suis aussi un peu la voix des développeurs, en particulier en Europe, puisque je suis basée à Londres. Je suis un peu entre Londres et Paris. Et donc voilà, mon rôle, c'est vraiment d'aider les développeurs qui utilisent les technologies OpenAI à en profiter le plus possible et aussi de porter la voix des développeurs aux équipes produits pour faire remonter du feedback, etc. Donc voilà, et donc un de mes focus du moment, c'est Codex, parce que Codex, c'est notre agent pour les développeurs. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Katia. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude, moi j'aime bien que vous posiez des questions au fil de l'eau. Donc cette fois-ci, je vais essayer de pas trop interrompre Katia, sauf si je vois vraiment une question qui fait hyper sens à ce moment-là. Mais n'hésitez pas, là je vois déjà qu'on a un petit peu envie de parler de Claude Code à la fin. On verra à la fin. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Et j'embraye. Donc, au programme, juste avant de passer sur le live, on va donner quelques petites news de TPC, parce que comme d'habitude, c'est TPC qui organise, donc on en profite pour en parler un petit peu. Ensuite, on passe sur le live et on finit sur une Q&A. Vous avez l'habitude maintenant. Donc, on commence tout de suite avec l'étude des salaires 2026 qui est en cours. On a besoin d'un max d'informations de plus de personnes possible. On espère avoir à peu près 10 000 personnes ou plus qui vont participer à cette étude. Ça prend 5 minutes max et pour rendre des salaires les plus transparents possibles. Et vous recevrez, toutes les personnes qui participent reçoivent l'étude de salaire avec les résultats en exclusivité en avance. Ces données sont consultées par les talents recruteurs du secteur du métier. Ça concerne les ops, les data, people, product, engineering, les leaders et C-level. On ajoute aussi les freelances cette année. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas. C'est l'occasion d'enfin apporter un petit peu plus de transparence à tout notre milieu. Donc voilà, je vous laisse encore un petit peu de temps pour scanner le QR code. Et ensuite, je vais embrayer sur un autre slide. On commence un petit peu à avoir l'habitude. C'est le job du moment. Alors, en ce moment, du coup, le top job, c'est un engineering manager dans une scale-up française avec un setup remote hybride, toujours basé sur Paris. C'est une super belle opportunité dans une boîte qui a déjà pas mal de maturité avec 40 millions de chiffre d'affaires annuel. On cherche quelqu'un qui a plus de 7 ans d'expérience, qui est passé par des contextes startup, scale-up, qui maîtrise super bien une code base basée sur TypeScript et Scala. Donc voilà,
n'hésitez pas si vous vous sentez concerné, si vous connaissez quelqu'un qui est concerné, vous pouvez matcher ce QR code, vous inscrire sur la plateforme et c'est la team qui vous contacte pour un rôle fit qui est parfait pour vous. Même si c'est pas pour celui-là d'ailleurs. N'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme si vous êtes en recherche active. Je laisse encore un petit peu. Et puis vous inquiétez pas, de toute façon, il y aura un replay qui vous sera envoyé automatiquement. Si vous avez raté les QR codes, vous retrouverez les QR codes. Il n'y a pas de souci. Enfin, je finis. The Product Crew, il vous propose toujours une tonne de ressources, des use cases pour bâtir avec de l'IA, des études de cas, software engineering, comment négocier son package pour un job. Donc pareil. Donc pour rappel, TPC, c'est une plateforme de recrutement, mais qui est aussi là pour vous donner les ressources pour réussir le mieux possible dans le process de recrutement, mais aussi dans votre job, devenir meilleur à ce que vous faites. Donc n'hésitez pas, c'est complètement gratuit. Vous pouvez toujours matcher à n'importe quel moment le QR code. Et voilà, c'est tout pour moi. Donc maintenant, je vais laisser Katia prendre la suite. OK, parfait. Alors, je vais partager mon écran. J'espère que ça va marcher. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Alors, je pense que oui maintenant. OK, parfait. OK. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment faire x10 en productivité avec Codex. Donc, on va commencer par une petite intro, parce que j'imagine qu'il y en a plein ici qui ne connaissent pas forcément Codex. Ensuite, je vais aussi parler rapidement de comment est-ce que nous, on utilise Codex chez OpenAI, juste pour vous donner un petit peu d'inspiration. Ensuite, on fera 30 minutes de démo, bon, peut-être un peu moins, parce que je vois qu'il est déjà 7, donc il faut qu'on finisse à l'heure. Et ensuite, un petit wrap-up et un petit temps de Q&A. Donc pour ceux qui ne savent pas, Codex, c'est notre Software Engineering Agent pour partout où vous codez. Donc Software Engineering Agent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas juste une IA qui code, c'est vraiment un agent qui va pouvoir utiliser des outils, exécuter des tâches de manière indépendante et vraiment vous aider un peu partout là où vous en avez besoin. Et c'est inclus dans votre souscription ChatGPT. Maintenant, c'est aussi pendant quelques temps, on ne sait pas encore jusqu'à quand, c'est aussi disponible sur les comptes ChatGPT Free et Go. Donc, vous pouvez tester Codex sans payer pendant encore un petit moment. Donc, tardez pas trop. Et après, vous avez des limites assez généreuses sur le plan ChatGPT Plus, ChatGPT Pro. Et en ce moment, c'est doublé. Donc, c'est vraiment le moment de tester parce que voilà, on ne sait pas combien de temps encore ce sera gratuit. Mais donc, si vous voulez tester aujourd'hui, vous pouvez. Et donc, cet agent software engineer, alors je vois une question dans le live, est-ce que ça s'adresse aussi aux PM, les personnes qui ne savent pas coder? Alors justement, je vais en parler. Donc, on vient de sortir une app qui rend en fait l'utilisation de Codex beaucoup plus simple. C'est vrai que le persona principal à qui ça s'adresse, c'est les ingénieurs parce que voilà, enfin ça s'utilise dans les outils qu'ils connaissent, ça aide de savoir un peu comment manipuler une base de code pour pouvoir gérer ce que fait Codex plus simplement, mais avec l'app, ça devient très simple d'utiliser Codex, même sans avoir forcément de connaissances en code. Donc, les vibe codeurs sont les bienvenus, bien sûr. Et donc, comme je disais, c'est disponible partout où vous travaillez. Donc, c'est-à-dire que c'est disponible dans le terminal avec la Codex CLI. C'est aussi disponible dans votre IDE si vous avez un fork de VS Code, donc par exemple Cursor ou autre. Vous pouvez l'avoir sur le côté, vous pouvez en fait référencer des fichiers qui sont utilisés dans votre éditeur de code. C'est disponible sur le web, donc on a une page web Codex où vous pouvez lancer des tâches connectées à un repo GitHub. C'est disponible sur GitHub sous le format de code review, c'est-à-dire que vous pouvez connecter Codex à votre GitHub pour que automatiquement en fait il fasse des suggestions sur toutes vos PR. C'est dans Slack, c'est-à-dire que vous pouvez taguer Codex comme un collègue, c'est-à-dire que vous pouvez parler, j'en parlerai un peu plus, mais vous pouvez juste discuter et si jamais vous vous rendez compte qu'il y a un truc à changer, vous pouvez juste taguer Codex et il va lancer une tâche dans le cloud. Et il y a aussi un SDK Codex, donc vous pouvez l'intégrer un peu partout où vous voulez sans avoir besoin d'utiliser une de ces surfaces-là. Et donc, ce qui est tout nouveau, c'est sorti il y a
2 semaines, il me semble, ou 3. Je n'ai plus la notion du temps. Il se passe tellement de choses avec Codex que je ne sais plus quand c'était. Mais ouais, c'était il y a 2 ou 3 semaines. On a sorti la Codex App. Donc, c'est une app. Alors, pour l'instant, c'est uniquement disponible sur Mac, mais ça va être disponible rapidement sur Windows et Linux. Et donc, c'est une app que vous installez et en fait, c'est une interface beaucoup plus intuitive, beaucoup plus simple pour pouvoir interagir avec Codex. Vous pouvez travailler sur plusieurs projets en même temps, vous pouvez faire plusieurs threads, donc plusieurs conversations, surtout qu'il y a un support pour vous aider un peu à manager plusieurs versions de votre app avec des Git worktrees, pour ceux qui connaissent. Mais ce que ça veut dire concrètement, c'est que vous pouvez lancer en parallèle plusieurs tâches en local, vous pouvez lancer des tâches dans le cloud, vous pouvez aussi référencer des fichiers, un peu comme quand vous êtes dans votre éditeur de code. Vous pouvez manager vos MCP servers. On va parler dans un instant de ce que c'est, et vos skills. Donc, on verra un exemple. Vous avez un terminal intégré, etc. Donc, c'est pour ça que je disais, même sans avoir forcément des notions en software engineering, avec cette app, ça rend la tâche d'interagir avec Codex beaucoup plus simple. Et donc, pour toutes ces démos, on va utiliser la Codex App puisque c'est maintenant un peu l'interface préférée enfin, en tout cas, moi, c'est mon interface préférée pour interagir avec Codex. Donc, juste pour parler rapidement de ce que c'est que les MCP serveurs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, MCP, c'est le Model Context Protocol. Donc, c'est un standard, en fait, qui est sorti l'année dernière, qui, en fait, permet à des IA d'accéder à des outils qui sont exposés par d'autres personnes. C'est-à-dire que si vous avez, vous, un produit, vous avez une API, par exemple, pour que des gens puissent accéder à vos données. Avec un MCP server, en fait, c'est un moyen d'exposer ce que vous voulez en disant, bah voilà, tous les agents IA qui veulent utiliser mes outils, voilà les infos de comment vous devez les utiliser, et moi, je vous envoie le résultat. Et donc ça permet d'étendre, en fait, les agents IA, notamment Codex, avec des nouvelles capacités en faisant rien, c'est-à-dire vous n'avez rien à développer de votre côté, vous avez juste à ajouter le serveur MCP. Et un nouveau standard qui est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est le concept de skills. Donc, on verra aussi ce que ça donne, mais c'est un peu le même principe où en fait, vous étendez les capacités, enfin les capabilities, je ne suis pas sûre de la traduction exacte, mais vous étendez en fait ce que vos agents IA peuvent faire grâce à des sortes de descriptions de skills. Donc, vous lui expliquez, OK, bah ça, c'est ce que tu sais faire maintenant, voilà comment faire. Potentiellement, vous lui donnez des scripts à exécuter, potentiellement, vous lui donnez des ressources, mais sauf que là, c'est en local. Alors que les MCP serveurs, c'est vraiment, vous y accédez juste en mettant un URL, en fait, qui est l'URL du serveur. Et donc, ça permet, par exemple, d'utiliser des designs avec le MCP serveur de Figma. Ça permet d'utiliser, d'updater des tickets avec le MCP serveur de Linear ou de Jira, d'accéder à de la doc, d'accéder, je sais pas, à vos data sur Datadog, etc. Enfin, vous avez plein de MCP serveurs qui sont exposés par plein d'outils différents. Et grâce à ça, en fait, vos agents de code, notamment Codex, vont pouvoir interagir avec des outils externes. Donc, ça change complètement la donne. Et donc quelques chiffres avant de rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors, on a lancé l'app, comme je disais, il y a très peu de temps, il y a 2 ou 3 semaines. Et enfin, je crois que c'était il y a 2 semaines, hein. C'était pour moi ouais, bon, peu importe, mais en tout cas, en la première semaine, il y a eu plus de 1 million de téléchargements de l'app. Codex, c'est des trillions de tokens qui sont utilisés par semaine, c'est-à-dire que les gens qui utilisent Codex, en fait, en tout, ouais, on n'est même plus en milliards, on est en trilliards. Il y a eu les utilisateurs ont triplé depuis le début de l'année. Donc, on est qu'en février, donc c'est assez impressionnant. Avec la semaine après le launch, en fait, on avait 60% de croissance en termes d'utilisateurs. Et autre chiffre intéressant, en fait, Codex, maintenant, avec les nouveaux modèles, on peut faire des tâches, ce qu'on appelle long running tasks, donc on en parlera un petit peu à la fin, mais c'est des tâches qui peuvent durer très longtemps, et donc on a régulièrement des tests où on peut voir des tâches qui durent plus de 24 heures. Et c'est 24 heures, c'est un chiffre un peu officiel, mais je connais un ingénieur, par exemple, de Codex qui me disait qu'il avait fait tourner une tâche pendant 60 heures. Donc, on peut vraiment faire
des choses sur le très long terme. C'est pas juste des petites tâches comme ça. On verra comment justement un peu organiser son setup pour pouvoir faire des tâches qui durent dans le temps. Alors, comment est-ce qu'on utilise Codex, nous, chez OpenAI? Alors, les 2 grosses, enfin, les 2 grands groupes, on va dire, dans lesquels on l'utilise, c'est, pour développer des produits et pour la développeur expérience, donc une équipe. Donc pour développer des produits, maintenant, en fait, on a, 100 des PRs, qui sont review par Codex. Donc c'est-à-dire que à chaque fois qu'il va y avoir du code qui est poussé pour modifier un produit, pour ajouter des nouvelles fonctionnalités et cetera, Codex va automatiquement faire une review dans GitHub et suggérer des améliorations. Et donc ça, on en parlera un petit peu après. Je vous montrerai quelques exemples, mais c'est un exemple très concret de, comment est-ce que ça peut non seulement nous faire aller plus vite, mais aussi nous éviter, de pousser en production des choses qui sont pas optimales ou qui ont des bugs. On a 95% des ingénieurs OpenAI qui utilisent Codex aujourd'hui. Donc les 5% restants, c'est vraiment ceux qui travaillent sur des choses en recherche assez avant-gardiste, on va dire. Mais sinon, tout le monde utilise Codex pratiquement. Et alors ça, c'était un chiffre qui date un peu, donc peut-être que ce chiffre a évolué depuis, mais les ingénieurs qui utilisent Codex mergent en moyenne plus de 70% de plus de PR par semaine. J'ai oublié de mettre le par semaine, mais c'est-à-dire qu'en fait, avec Codex, on code beaucoup plus que lorsque on n'utilise pas Codex. Et c'est pas juste ouvrir des PRs, c'est des PRs qui ont été merged, c'est-à-dire que c'est du code de qualité. Et alors, j'ai pas le graphique à partager, mais on a partagé un graphique en interne où en fait, on voyait l'évolution du nombre d'ingénieurs chez OpenAI versus l'évolution du nombre de PR qui a été merged. Et en fait, l'évolution du nombre d'ingénieurs, c'est comme ça. Le nombre de PR merge, il est comme ça. Donc, c'est juste pour vous donner une idée. Tout ça, c'est grâce à Codex. Et autre exemple concret, l'App-Sora qui est sortie l'année dernière. Et en fait, c'est une app quand même qui est utilisée par plusieurs millions de personnes. Donc, c'est pas juste une petite démo comme ça. Alors, elle a été c'est pas exactement l'app en entier qui a été construite, c'est la migration de iOS à Android qui a été faite en moins de 3 semaines, c'est-à-dire que Mmh. c'était en 2 semaines pour la version initiale et testing interne, et ensuite on a rajouté 10 jours avant de faire la publication pour tout le monde. Mais ça a été fait en environ 3 semaines par 4 ingénieurs, alors que c'est une app qui est utilisée par des millions de personnes. Donc voilà, donc quelques exemples de comment est-ce qu'on build des produits plus rapidement. L'équipe Codex aussi utilise énormément Codex, et vous pouvez voir un peu toutes les PR qu'ils font par jour dans le repo public de Codex CLI, parce que c'est open source. Mais donc voilà, très, très, très utilisé en interne. Et sur le côté développeur expérience, alors on build beaucoup de démos avec Codex. En fait, notre rôle consiste à souvent développer des démos, notamment lorsqu'on a fait un, un événement en octobre, qui est notre gros événement pour les développeurs. On avait personnellement à faire plus de 9 démos avec certaines qui étaient... c'était 7 démos sur scène avec certaines qui étaient avec plusieurs petites démos à l'intérieur. Et on avait aussi 9 repos à open sourcer, donc c'est-à-dire à publier. Et en fait, tout ça en l'espace de 2 semaines à peu près, parce qu'il fallait attendre que les produits soient prêts avant le lancement pour pouvoir coder toutes ces démos. Et donc, on était 2-3 pour le faire, quoi. Donc, juste pour vous donner une idée, tout ça n'aurait pas été possible sans Codex. D'autres exemples de choses qu'a fait notre team avec Codex, c'est par exemple, on a sorti un MCP server pour accéder aux docs OpenAI. On va voir comment l'utiliser juste après. Et tout ça, ça a été fait en 3 jours par 2 personnes. Et aussi, si vous n'avez pas vu, on a migré toutes les docs OpenAI qui avant étaient un peu séparées. On avait un côté API qui était un gros mastodonte en termes de stack technique. Et on avait notre nouveau site pour les développeurs, developers.openai.com. Et en fait, on voulait réunifier les deux pour avoir une seule surface, mais c'était un très gros projet, très compliqué techniquement, parce que c'était des stacks complètement différentes.
dont celui pour l'API, c'était dans le monorepo, donc assez difficile de l'extraire, etc. Et on a pu faire cette migration en environ 3 semaines, avec 2 ingénieurs qui passent beaucoup de temps dessus, et après quelques ingénieurs, enfin moi j'ai aidé un peu dessus, etc. Mais c'est principalement 2 ingénieurs qui l'ont fait en 3 semaines. Autre exemple, qui est un exemple assez intéressant parce que c'est pas juste utiliser Codex pour faire du code, c'est aussi qu'on l'utilise pour écrire maintenant toutes nos docs automatiquement et review les nouvelles docs qui ont été éditées. Donc on a un skill qui est dans notre repo pour le site développeur avec toutes les docs. Et dès qu'on fait des changements, dès qu'on veut créer une nouvelle doc, en fait, on a juste à donner quelques infos et automatiquement, Codex va faire le premier draft avec exactement la structure qu'on veut, va vérifier plein de choses différentes en fonction de ce qu'on lui a donné comme instruction dans le skill. Et donc, ça permet d'accélérer encore plus notre flow de publication des docs. Donc ça, c'est un exemple où Codex n'est pas utilisé forcément pour produire du code, mais aussi pour documenter quelque chose, puisqu'il a accès en fait à toute la code base, à plein de contextes, et donc grâce à ça, il va pouvoir être beaucoup plus pertinent dans la rédaction de docs. Donc voilà un peu comment on l'utilise. Ça, c'est juste les 2 grands groupes, mais après, tous les designers, PM, etc., utilisent Codex tous les jours pour prototyper, pour shipper des nouvelles idées. Et donc, c'est pour ça qu'on va beaucoup plus vite, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin, quand un PM a une idée, il n'y a plus besoin qu'il convainque des ingénieurs de la développer. Il peut juste dire, OK, j'ai cette idée, voilà, Codex, fais-le. Et ensuite, il a une première version. Et ensuite, là, les ingénieurs sont obligés de dire, attends, il faut qu'on regarde. Et donc, finalement, ils s'y mettent plus vite. Donc, toutes les idées peuvent être présentées beaucoup plus rapidement et souvent finissent en production beaucoup plus rapidement aussi. Donc voilà, ça c'était un peu la partie intro. Dernier truc dont je voulais parler, c'est comment est-ce qu'on l'utilise sur Slack, parce que ça, je pense que c'est le truc le plus underrated, donc le truc dont on ne parle pas assez, mais qui vraiment change la vie. C'est, comme je disais, on peut vraiment taguer Codex comme un collègue dans Slack. Donc dès qu'il y a des choses qui sont remontées, notamment pour nous, notre team, c'est dès qu'il y a des trucs qui ne vont pas sur le site développeur, en fait, les gens commentent sur un channel Slack et ensuite, nous, on a juste à dire Codex, fix it. Souvent, on a le côté. On n'a pas besoin de redonner du contexte parce qu'en fait, Codex peut lire tout le thread et comprendre ce qui ne va pas. Donc, on peut juste dire fix it. Et on a juste à lui spécifier dans quel projet c'est. Et voilà. Et ensuite, il poste dans le thread OK, j'ai fini, voilà la tâche, et il n'y a plus qu'à review la PR et à merge. Donc ça nous fait gagner un temps fou. Parce que, en fait, comment ça se passait avant? On mettait ça dans une queue, on avait des tickets linéaires qu'on prenait quand on avait le temps, mais au final, ça défocus de devoir régler ces choses-là. Donc, c'est des choses qui passaient un peu à la trappe. Alors qu'aujourd'hui, ça peut être fixé entre le moment où c'est remonté et le moment où le fixe est en prod. Parfois, il y a 5 minutes, quoi. Donc, ça a vraiment changé notre façon de travailler. Ok, donc maintenant, la partie intro, présentation est terminée. On va passer aux démos. Donc, tout ce que je vais vous montrer là, ça va être live. Donc, j'espère que... Enfin, pas tout. On va regarder aussi quelques exemples qui ont déjà été faits. Mais je vais faire des trucs live. Donc, voilà, on va voir ce que ça donne. Et on va itérer ensemble. Ça va être ça va être la surprise aussi pour moi parce que je ne sais pas trop ce qui va en sortir. Donc la première chose que je voulais vous montrer, c'était démarrer en fait un projet à partir de rien. Donc c'est là en l'occurrence, j'ai déjà juste setup en fait une nouvelle app avec le template Next.js. Donc j'ai fait create a new Next.js app pour avoir juste la structure. Codex pourrait le faire, mais c'est juste pour gagner un peu de temps. Et donc, ce projet, je vais vouloir utiliser Codex pour, à partir d'un template Next.js de base, créer une app photo boost. Donc, c'est-à-dire une app qui va permettre de prendre des photos de soi-même et ensuite utiliser l'API ImageGen de OpenAI pour modifier cette photo et avoir une version un peu stylisée. Donc, juste pour vous montrer un peu le repo actuel, à quoi il ressemble.
Alors, je vais ouvrir Cursor et je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc voilà, là, c'est vraiment juste le projet Next.js de base, hein. Si je le lance, en fait, ça donne ça. Hop, on est ici. Voilà, donc c'est le template, d'accord? La seule chose que j'ai ajoutée dans ce template, c'est un fichier qui s'appelle agents.md. Donc, Attends, Katia, est-ce que tu peux juste un tout petit peu zoomer ton écran, s'il te ah plaît? oui, bien sûr. Parfait, merci. Hop. Voilà, donc j'ai juste ajouté ce fichier agents.md. Donc on va revenir rapidement sur ce que c'est, mais je vais juste lancer ma tâche, comme ça c'est fait. Et donc j'ai déjà préparé la prompt, hein, parce que c'est un petit peu long à écrire. Mais voilà, je vais Ah demander de oui. générer. Ouais. Je vais vous expliquer après comment je l'ai faite, hein, cette prompt. Mais voilà, donc je lance la tâche, Codex va démarrer, va commencer à Mm. faire des petites choses. Désolée, mon chat me passe devant. Pareil, est-ce que c'est possible de zoomer cet écran? Ah oui, aussi. C'est bien comme ça? Ouais, là c'est pas mal. Ok, très bien. Donc, comme je disais, la seule chose que j'ai changé dans ce template de base Next.js, c'est que j'ai... Désolée, mon Ah. chat saute au-dessus de moi. C'est que j'ai expliqué tout simplement, en fait, quelle était la tech stack. Donc, j'utilise Next.js, je vais utiliser Vercel pour le Mm. déploiement. Je vais vouloir déployer cette app. Et ensuite, j'ai donné quelques tips. Donc, j'ai dit que je voulais utiliser le docsmcp server, donc, qui est le serveur dont je vous parlais tout à l'heure, qui contient en fait des informations, qui permet de récupérer en temps réel des docs sur l'API OpenAI. Je vais utiliser le MCP Playwright. Donc, Playwright, en fait, c'est un outil qui permet de simuler un environnement de browser pour voir Mhm. à quoi elle ressemble, en fait. Ça va être utile pour le testing. Ensuite, j'ai dit d'utiliser un skill de image generation pour générer des images s'il y a besoin pour lui de l'app. Et ensuite, le skill de Vercel pour déployer l'app sur Vercel. Et ensuite, je lui dis, bah, à chaque fois que tu fais un changement significatif, fais le build pour pouvoir s'assurer que l'app fonctionne toujours. Donc voilà. Et Agents.md, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait un standard qu'on a introduit. C'est tout simple. C'est juste un fichier qui s'appelle agents.md, qui est à la racine du repo et qui va juste être lu automatiquement par la plupart des agents de code. Donc Codex va le lire automatiquement. Vous avez là en fait la liste de tous les agents de code qui vont chercher ce fichier par défaut. Et donc, avant toute chose, en fait, avant de lancer quelconque tâche que ce soit, l'agent va regarder ce fichier et voir s'il y a des instructions. Donc, ça peut être un endroit où vous mettez des instructions pour comment faire les PR, pour comment tester, etc. Donc, vous mettez ce que vous voulez dedans. Et donc, moi, j'ai juste mis quelques petites informations ici. Et donc, comme je disais, il va utiliser des MCP servers, il va utiliser des skills. Alors, dans l'app Codex, en fait, vous pouvez voir ça tout simplement ici. Là, on Mhm. va configurer un MCP server OpenAI Developer Dog. Donc, c'est tout simplement cette URL-là. Et grâce à ça, en fait, l'agent va pouvoir récupérer. Ah, euh, l'agent va pouvoir récupérer en fait des infos et voir de la doc. Donc ça va nous aider pour construire cette app qui va utiliser l'API ImageGen. Donc là, en fait, dans l'app, vous voyez un peu tout ce qui est en train de se passer. Donc pour revenir un peu sur la prompt, en fait, ce que je lui ai demandé, c'est de créer une app PhotoBoost qui permet de capturer ou d'uploader une photo. Ensuite, je dis que j'ai envie d'utiliser l'API Image Generation avec le modèle GPT Image 1.5, qui est notre nouveau modèle de génération d'images, pour éditer ces inputs images avec les styles qui sont en dessous. Et ensuite, je donne un peu quelques exemples, quelques requirements en plus. Donc, par exemple, je dis, bah voilà, pendant que ça load, j'ai envie de mettre des fun sentences, j'ai envie de mettre des images qui fit the vibe sur l'UI.
J'ai envie de pouvoir cliquer sur chaque résultat pour pouvoir l'ouvrir et télécharger l'image résultat. Ensuite, je lui donne un peu du contexte sur l'esthétique que je veux. Bon, c'est pas moi qui ai écrit ça, hein. J'ai demandé à ChatGPT, OK, je veux un truc un peu vintage, dans les violets, donc voilà, ça c'est le résultat de ChatGPT qui m'aide à définir l'esthétique. Et après sur les styles d'image, donc je voulais 3 styles différents. Encore une fois, je n'ai pas écrit cette prompt moi-même, mais donc je veux un style un peu, comme si c'était de la laine, un style un peu animé et un style digital art. Donc on verra ce que ça donne. Comment est-ce que ça va être, enfin quel résultat d'image ça va donner. Donc voilà, donc là j'ai lancé l'app, Codex est en train de travailler. Donc là j'ai pris le modèle GPT 5.3 Codex en extra high. Ça veut dire que j'ai pris un peu le meilleur modèle possible avec extra high, c'est-à-dire que en fait vous pouvez changer le reasoning effort ici. Ça veut dire qu'il va penser très fort. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas pressé et que vous avez un peu de temps devant vous et que vous voulez être sûr que en fait, ça donne un résultat qui est très qualitatif, vous pouvez augmenter le reasoning effort. Comme ça, vous êtes sûr que Codex, enfin le modèle va bien réfléchir à tous vos requirements, va bien suivre vos instructions et vous allez avoir un résultat, un résultat final en général, qui est beaucoup mieux que si vous n'aviez pas cet effort-là. Après, si c'est pour faire des petites edits, vous avez la possibilité de changer le reasoning effort. Et si c'est pour des changements très rapides, on verra après, on le testera après, vous avez aussi ce nouveau modèle qui vient de sortir, qui est Codex 5.3 Spark. Et en fait, ce modèle-là, il est extrêmement rapide. Mais enfin, vous allez voir après à quel point ça va vite. Mais c'est si vous avez des petits trucs à changer qui sont un peu évidents et que vous voulez vraiment ce côté un peu interactif, il se passe des choses tout de suite, là, vous pouvez utiliser ce modèle-là. Petite Ok. question d'ailleurs sur les modèles, Katia, j'ai vu qu'il était passé. Quand tu utilises Codex, tu utilises tout le temps un modèle qui a un tiret Codex à la fin ou est-ce que parfois tu utilises le 5.2 Bah, de j'utilise OpenAI? le modèle Codex parce qu'en fait, c'est des modèles qui sont optimisés pour fonctionner dans le harness Codex. Donc le Mm. harness, en fait, c'est enfin donc le harnais, hein, en français, c'est en fait, être, qui va, c'est un peu ce qui permet de contrôler notre agent. C'est-à-dire que le modèle, vous pouvez l'appeler via l'API tout seul, etc. Mais le harnais, c'est ce qui va dire, OK, voilà les outils que tu peux utiliser, voilà comment tu dois te comporter. Si jamais tu es à court de contexte, tu dois compacter le contexte pour pouvoir continuer la session de manière un peu infinie. Donc voilà, en fait, le harnais, c'est chaque agent de code, en fait, c'est pas juste un modèle, c'est pas juste une app, etc. C'est aussi ce harness qui va être un peu, qui va informer comment l'agence doit se comporter. Donc, vous pouvez aussi utiliser ce modèle Codex, par exemple, dans Cursor, avec l'agent Cursor, ce qui fonctionne très bien aussi. Mais Cursor aura un harness un peu différent du produit Codex en tant que tel. Donc voilà. Donc pendant que tout ça se passe, je vais vous parler un peu des code reviews parce que ça va prendre un petit moment. Donc les code reviews et on reviendra voir le résultat juste après. Les code reviews, c'est un truc assez important. Je vois aussi le comment choisir 5.1 minimax. En fait, juste utiliser le dernier modèle, tout simplement. C'est surtout que ouais, enfin, en fait, à chaque nouveau modèle, il y a aussi des choses qui sont built-in, par exemple, le fait d'utiliser des skills, etc. Donc, juste utiliser le dernier modèle, surtout que en général, enfin, il n'y a pas de différence de prix. Ah bah tiens, voilà, là, c'est le Playwright MCP qui est en train de se lancer. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, parce que le port 3000 est déjà occupé. Ok, ça, c'est le port 3000, c'est la démo d'après, ça. 3100. Ok. Bon, il a utilisé le codex MCP, le Playwright MCP, mais sans. Ah, voilà. Ouh, voilà. Ça, c'est Codex, en fait, qui se dit, OK, je vais utiliser le Playwright MCP pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, il teste un peu en mobile comment ça rend, etc. Donc voilà, c'est juste sa petite fenêtre de test. Ensuite, il prend des screenshots pour pouvoir voir, parce que donc, ça marche avec la vision aussi, donc il voit ce que ça donne pour pouvoir itérer.
On va le laisser faire son truc. Et donc, les code reviews. Alors, les code reviews, je voulais juste vous montrer des exemples concrets parce que, voilà, enfin, si je le fais juste en live, ça va pas servir à grand-chose, ça va pas forcément trouver des trucs intéressants à dire. Mais je voulais vous montrer des exemples qui sont réels, qui sont dans nos repos internes et externes. Donc là, par exemple, comme je vous disais, on a lancé, enfin, on a fait la réunification des docs à la fois sur le site Developers Website, ici, et ce qui était sur platform.openai.com avec les docs et les API références. Et donc, en fait, il y a une nappe, il y a un truc mobile, une nav mobile sur ce website. Voilà. Et en fait, la nav mobile, il y avait le truc home qui était vide. Et donc, c'était un peu bizarre et les gens pensaient que c'était un bug. Donc, du coup, j'ai demandé, OK, est-ce que tu peux enlever, cacher le home tab pour que justement, il n'y ait pas de home vide dans cette mobile nav. Et donc, du coup, c'est ce que Codex a fait. Mais ensuite, Codex Review, qui est en fait une autre instance de Codex, donc qui n'a pas le contexte de la tâche d'origine pour ne pas être biaisé, a review cette PR et a dit, OK, en fait, le problème, c'est que maintenant, on va par défaut avoir les mobile, enfin les liens de navbar qui vont aller sur API et sur le premier lien de la doc API, alors que il n'est pas vraiment sélectionné, c'est faux. Donc en fait, quand on cliquait là-dessus, là, si je refresh, en fait, que je suis sur la home, là, il n'y a rien qui est sélectionné. Et en fait, quand on cliquait, automatiquement, il allait sélectionner Overview, alors que ça n'avait jamais été cliqué. Donc, c'était un peu bizarre. Et donc, ça, c'est un truc que j'aurais jamais remarqué moi-même. Enfin, j'avais testé, mais ça m'a pas sauté aux yeux. Et donc, c'est Codex qui l'a identifié pour moi. Donc, je lui ai dit, bah, très bien, c'est un bon point, fix it. Et donc, du coup, la Codex a fait une nouvelle PR pour régler ce problème. Un autre exemple de code review que je trouve intéressant, c'est celui-là qui est dans le repo public de Codex sur GitHub. Donc, il a en fait identifié. Donc, l'idée, c'était de faire en fait enfin de traiter en fait, de prendre les noms d'arguments dans une commande et en fait, le problème, c'est que ça prenait tout en compte, même ceux qui étaient escape, donc ceux qui étaient, enfin, qui utilisaient $, donc qui était en fait un moyen d'écrire un $, sans que ce soit vraiment une variable. Et donc, du coup, Codex a dit attention, puisque du coup, là, si tu ne changes rien, tous les trucs qui vont avoir $, qui ne devraient pas être pris en compte, vont être pris en compte, et le nom de variable, ce sera le nom de variable plus le $, devant. Et donc, du coup, ça, c'est un problème. Et donc, l'ingénieur a fait merci Codex, fix it. Donc, encore une fois, c'est un edge case auquel on n'aurait pas, nous, forcément pensé en tant qu'humain, parce que quand on est on est sur sa tâche, on est concentré, on pense pas, OK, quels pourraient être tous les trucs qui vont casser ou tous les trucs un peu niche auxquels je ne pense pas. On pense juste à ce qu'on est en train de faire à l'instant T. Et donc, Codex Review, c'est vraiment un moyen de pouvoir automatiquement tout scanner, penser à tout et être un peu tranquille dans son esprit. Et donc, Katia, désolée, je vais encore t'embêter. Est-ce que tu peux aussi zoomer sur ton français? ouais. Autre exemple concret, dernier exemple, et après on ira voir ce qui a été fait par Codex, c'est on a en fait ajouté une fonctionnalité pour exporter des blog posts en Markdown, sauf que quand on exportait les blog posts, en fait, Codex s'est rendu compte qu'il y avait des liens relatifs, et donc du coup que lorsqu'on allait exporter en Markdown, les liens, ils n'allaient pas marcher puisque c'était les liens relatifs, et donc ça allait linker vers rien du tout. Et donc il a suggéré d'utiliser plutôt en fait les liens normalisés, donc avec le base URL pour pouvoir avoir des exports Markdown qui conservent les liens correctement. Donc, encore un truc tout bête auquel, enfin, c'est pas tout bête, mais voilà, nous, on n'y aurait pas forcément pensé. On se serait dit, OK, bah voilà, l'export en Markdown, il fonctionne, on teste le Markdown, on teste pas forcément tous les liens, etc. Parce que tous ne sont pas relatifs. Et donc, ça, c'est un truc qui nous évite en fait de pousser en prod des trucs qui sont cassés, puisque Codex est là un peu pour nous aider à avoir tout le. Oula, voilà. À voir ce qui ne va pas. OK, donc il semblerait que Codex ait fini notre app. Donc, on va tester. Hmm. Alors déjà, est-ce qu'il a été déployé?
Je ne sais pas. On va faire deploy it, juste pour voir. Hein. Parce que du coup, on a aussi le skill Vercel qui est installé. Donc, c'est depuis cet onglet-là que vous pouvez installer des skills. Donc, le skill Imagen, le skill Vercel, je l'ai installé via ça. Donc là, par exemple, cette image, il semblerait qu'elle a été générée par Imagen. Donc, peut-être qu'on verra, ou alors il l'a générée en SVG, je ne sais pas. Mais donc là, si on remonte, on voit un peu tout ce qui s'est passé. Alors, je vois pas de skill Imagen utilisé. C'est sans doute une image SVG. Bon, en tout cas, là, il utilise Vercel. Il va déployer l'app. Donc, juste pour aller plus rapidement, j'ai déjà créé un projet Vercel et j'ai déjà connecté le projet Vercel à ce repo-là pour que ça aille plus vite. Mais donc, testons déjà en local. Donc, voilà, hop. Oula, ok, il l'a mis en dessous. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, mince. Je pense que, en fait, comme ma caméra est en train d'être alors, je vais prendre une photo. Tu veux cacher ton écran un instant au cas où? Ouais, je vais juste le faire sur une autre, sur la page d'à côté au cas où. Pictures, ok. Voilà, je vais faire ça. Ok, on est là. Et donc, upload. Alors, est-ce qu'il me le fait? Generate three styles. Ok. Bon, en tout cas, il y a marqué rendering, donc on va voir si ça marche. Je lui ai demandé aussi de faire. Ah oui, voilà, là, c'est les petites fun sentences que je lui ai demandé. Je vais zoomer un peu. De Pixel Le Tube. Pixel Tubes. Ouais. Ok. Bon, du coup, c'est le style que je voulais, mais on va itérer un peu dessus. Ok. C'est terrifiant. Non, mais les partials, c'est l'image c'est le streaming de l'image. Ah, ok, d'accord. Ouais. Oui, c'est vrai que Ah, en vrai, très joli. c'est vrai que ça fait très spectral. Ah, c'est trop cute. Ok. Ok. Bah voilà. Donc, je peux, si je veux, download cette image. Très bien. Ah, elles sont pas mal en vrai. Hein. Ok, très bien. Bah, du coup, ça marche. Alors, voyons voir si il a pu déployer sur Vercel. J'avais déjà lancé normalement le truc. Pareil, je vais faire sur une autre page. Voyons voir. Déploiement. Ah, yes, il a fini le déploiement. Donc, voilà. Vous pouvez... Ah non, ça, c'est l'ancien. Autant pour moi. C'est l'ancien. Retrieving project. Ok, il est encore en train de faire la commande. Ok, bon, de toute façon, on déploiera sur Vercel à la fin. Mais voilà, donc ça, c'est la version 1 qu'on a. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer on va itérer. Et donc, on va vouloir à la fois itérer en local pour faire des petits ajustements sur l'UI, parce que là, c'est pas parfait. Et on va aussi lancer une Cloud Task pour faire du multiplayer. Parce que, en fait, j'ai envie que vous puissiez accéder à ce site et que vous puissiez prendre votre photo, générer une image et ensuite la partager pour que tout le monde puisse la voir. Donc, du coup, on va demander à faire du multiplayer. Et comme je ne sais pas exactement comment faire, enfin, je sais, mais je vais faire pour le, pour le Tu live, replay quelqu'un qui ne sait pas faire du multiplayer, on va dire. on va utiliser Plan Mode. Donc, Plan Mode, en fait, c'est un truc qui va... Ah oui, alors est-ce que si je lance Plan Mode en cloud, ça va fonctionner? Ah ouais, non, c'était une mauvaise idée de faire ça. On va refaire. On va refaire en local. Donc, on va faire plein de modes. Hop. Et on va faire local project. Et donc, je vais expliquer ce que je veux faire. Donc, je dis que je veux faire une app multiplayer et que depuis l'image modale, donc en fait le résultat, je veux pouvoir non seulement avoir un download button, mais aussi un share button. Et j'explique que j'ai envie d'avoir aussi une page share, une page explore qui permet en fait de voir un peu toutes les images qui ont été partagées. Et donc, ce que ce plan mode va faire, c'est qu'il va déjà analyser un peu il va analyser nos demandes, il va analyser le repo, et ensuite, il va nous poser en fait des questions de follow-up pour affiner notre plan et pour être sûr qu'on build la chose la mieux possible. Donc, voilà, on va le laisser un peu regarder tout ça.
En attendant, déjà, est-ce qu'il a déployé sur... Non, il est toujours en train de faire... OK, bon, ça, on va le laisser explorer tout ça. Et en attendant, je vais vous introduire, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais essayer d'aller vite. La dernière démo, qui est en fait une démo. Ah, trop bien. En fait, j'avais lancé un run pour que ce soit en train de run pendant que je vous montre. Et en fait, c'est déjà terminé parce qu'il a fait le truc en 4 runs. Bon, en gros, le Paint by Number, je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas si vous avez joué à ça. Je ne sais pas si Emma, tu es adepte. Je sais que tu es une artiste dans l'âme. Donc, mais en gros, le Paint by Number, c'est vraiment, on va en fait. Pardon, je suis en train d'ouvrir dans Cursor en même temps, comme ça je vous montre. Le Paint by Number, en fait, c'est un truc qui permet de colorier des images de manière, avec des chiffres, en fait. Et donc, on veut avoir un résultat final qui est une image coloriée par nous. Et donc, pour ça, en fait, c'est assez... il y a plusieurs... comment dire, plusieurs un peu choses auxquelles faire attention. Notamment, il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Il ne faut pas qu'il y ait trop de zones à colorier parce que sinon c'est trop compliqué. Mais en même temps, on veut que l'image finale soit assez proche de l'image qu'on a envie d'avoir. Donc là, en fait, on va essayer de builder un algorithme qui va transformer une image d'input en une image qui peut être peinte. Et donc ça, en fait, c'est un problème de maths très compliqué puisque vous vous doutez bien que c'est assez... c'est un algorithme... c'est pas un LLM qui va transformer l'image en un truc qui peut être peint, c'est un algorithme en fait qui va analyser le code de l'image et qui va ensuite retourner une version avec les zones à peindre, avec les bons numéros, etc. Donc c'est un algorithme très compliqué. Et donc en fait, on va utiliser Codex cette fois pour itérer sur la création de cet algorithme. Et donc du coup, la façon dont on va faire ça, c'est que on va lui donner en fait un système d'évaluation pour pouvoir en fait évaluer son propre résultat. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc ça, par exemple, c'est un run que j'ai fait hier. Donc ça, c'est l'algorithme de base, en fait. Voilà ce qu'il fait. Ça, c'est l'algorithme avec lequel on démarre, que Codex a tenté de faire en premier. Donc ça, c'est l'image originale. Ça, c'est l'image de résultat, donc qui est très similaire à l'original. C'est très bien, mais par contre, si on regarde en fait l'image à peindre, c'est juste impossible. Enfin, on voit même pas les numéros. Enfin, c'est hyper. Personne ne va peindre ça, quoi. Enfin, il y a beaucoup trop de détails, etc. Donc le but, ça va être d'optimiser cet algorithme pour avoir un truc qui ressemble à l'image de départ, mais qui en même temps est coloriable correctement parce que voilà, on n'a pas envie de colorier plein de petites zones hyper petites. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner à Codex des outils d'analyse. Donc, on fait un run review qui va en fait exécuter des scripts. Et cette évaluation, on va avoir plusieurs types d'évaluations possibles. On va avoir une évaluation un peu déterministe qui va compter le nombre de régions, le nombre de côtés, etc. Donc ça, c'est vraiment des métriques déterministes. Et on va aussi utiliser LLM as a judge. Donc on va donner les images de résultats à GPT 5.2 et lui dire, OK, est-ce que cette image ressemble à l'image de base? Est-ce que tu penses que c'est joli? Est-ce que c'est bien en termes de couleur, etc. Donc, en fait, la review va être faite à la fois de manière déterministe et à la fois par le LLM. Et ensuite, on va avoir un score. Et Codex va pouvoir utiliser ce score pour itérer et pour dire, OK, en fait, ce score n'est pas bon. Donc, comment faire pour améliorer le résultat et itérer, faire plusieurs runs jusqu'à avoir un résultat qui fonctionne. Donc, pour vous, la tâche qui correspond à ça, c'est, du coup, je l'avais lancée juste avant, mais elle s'est terminée entre-temps. En fait, c'est alors, je vais vous montrer plutôt une d'hier, voilà, qui a tourné pendant 1 heure. Donc, en fait, le modèle va regarder le résultat, regarder les évaluations et ensuite décider comment faire pour améliorer ce résultat final. Et donc, la façon dont on fait ça, c'est qu'on va avoir en fait un plan, un fichier qui s'appelle plan, et on va dire à Codex, à chaque fois que tu fais une modification, écris un log d'itération
Donc là, par exemple, on voit sur un run où il y a eu en fait juste 3 versions parce qu'il a réussi à améliorer l'algorithme en 3 versions. Avant, quand on faisait cette démo avec Codex 5.2, il y avait au moins 30 runs pour que Ah l'algorithme ouais. soit bien. Mais là, en fait, je vais juste rajouter dans la prompt. Hier, je l'ai fait. Et en fait, j'avais 19 versions. Et là, enfin 20 versions. Et là, je l'ai fait. En fait, je lui ai juste rajouté optimise pour la similarité de l'image et il a fini en 3 runs. Donc, bref, ça, malheureusement, c'est déjà terminé. Mais l'idée, c'est qu'en fait, à chaque fois que Codex va faire un run, il va noter, OK, voilà ce que j'ai trouvé, etc. Pour pouvoir s'en servir en fait pour l'itération suivante. Et donc ça, c'est un moyen en fait, avoir une sorte de plan qui est écrit dans un fichier et ensuite demander à Codex, OK, édite ce fichier et utilise-le un peu comme un tracker. C'est un moyen de faire ce qu'on appelle des long running tasks, donc de faire des tâches qui vont durer dans le temps, avec une loupe d'évaluation qui permet de voir en fait, OK, voilà comment je m'évalue, voilà le résultat, qu'est-ce que je dois changer pour la suite. Et donc en fait, comme ça, on peut tourner en boucle jusqu'à atteindre un résultat satisfaisant. Et donc si on regarde du coup les 3 runs, en fait, au début, on avait un truc non peintable, non peignable, pardon. Et si je regarde du coup le dernier, donc là, on a overall fit 94, LLM 100%. Bon, ok, c'est déjà beaucoup mieux. C'est pas le plus simple à peindre non plus. Si je regarde ceux d'hier, je sais que le run 10, il était pas mal. En gros, voilà. Là, par exemple, on a un truc qui ressemble assez à l'image de base et qui est quand même assez simple à peindre. Donc, voilà, on a réussi à itérer comme ça sur l'algorithme qui, je le rappelle, est un truc qui est très compliqué à faire, surtout si vous essayez de le faire vous-même. Là, en fait, Mhm. Codex est parti d'un truc, a réussi à itérer. Ah, bah voilà, celui-là, il est pas mal du tout. A réussi à itérer et comme ça, on a réussi à avoir un résultat satisfaisant grâce à cette self-evaluation loop. Alors, il nous reste vraiment plus beaucoup de temps, donc je vais peut-être redéployer pour que vous puissiez tester quand même le multiplayer. Alors, juste je vous Mhm. montre le plan. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, en fait, on a expliqué un peu ce qu'on avait envie de faire. Et en fait, Codex nous demande, OK, qu'est-ce que tu veux faire là? Par exemple, quelles images on devrait, voilà, quelles images on devrait partager. Voilà, je choisis un peu Mhm. des options recommandées. Et Codex va continuer à itérer sur le plan. Et donc, je vous montre une version du plan. Voilà, il continue de me poser des questions. New as first. Voilà. Mhm. OK. Et en fait, à la fin, il va sortir un plan final. Donc, quel était. Je vous montre un exemple qui a bien fonctionné. Non. Voilà. Voilà ce que l'artefact en fait qui est produit par Codex une fois que on a itéré sur le plan. Et donc, ce que je vais pouvoir faire ensuite, c'est prendre ce plan et faire une cloud task. Bon, je vais prendre le plan existant, hein. Comme ça va aller un petit peu plus vite. Je vais prendre ça, hop, copie, et je vais faire une cloud task. Mhm. Donc, quand on lance dans le cloud, en fait, on peut faire plusieurs versions. Donc là, par exemple, je peux avoir 2 versions en parallèle. Et je Mhm. vais dire implement this plan in the new example folder. Voilà. Et voilà. Et donc là, on a la cloud task qui se lance. Donc, on n'aura pas le temps de voir le résultat parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, je vais vous montrer une tâche finale. Mais donc, quand ça se termine, on a, par exemple, des tâches, en fait, on voit les tâches en local, on peut les appliquer en local, ou on peut aussi ouvrir en fait une PR sur le web et la review. De la même manière, on a des previews, hein, ça c'était sur la version que j'avais d'avant, donc c'est pour ça que c'est pas tout à fait pareil. Et ensuite, on peut créer des PR et les reviews comme si c'était en fait des collègues qui les avaient écrites. Donc ça, c'est pour les cloud tasks. Donc juste dans l'intérêt du temps, je vais vous republier la version qui était déjà en ligne, comme ça vous pouvez tester. Hop, déploiement. C'était
Ah bah voilà, celui-là. Donc, je vous mets le lien si jamais vous voulez publier votre photo. Donc, ça, c'était avec une version que j'ai fait avant. Hein. Ce n'est pas la version qu'on a vue en live. Donc, c'était une UI un peu différente. Hein. Mais donc, si vous voulez tester, voilà le lien. Je vous le mets dans le chat aussi. Et donc, on va pouvoir... Non, c'est Explore. Voilà, on va pouvoir voir les images arriver. Bon, là, c'était juste moi qui faisais des petits tests. Donc, je vous laisse l'image. Et on a 5 minutes, du coup, pour le Q&A. Je suis désolée, j'ai pris un peu. Mais voilà, je laisse ça défiler. Et ah oui, j'avais un petit wrap-up aussi, mais juste en 3 minutes, si vous voulez un peu prendre un screenshot de ça pour vous souvenir un peu de ce qu'on a vu. Mais donc, voilà. Utilisez les MCP skills, utilisez le agents.md, plein de modes quand vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire. Les local VS Cloud Tasks, donc si vous voulez itérer en local et faire des choses dans le cloud en même temps. Bon, Fast Model, on n'a pas eu le temps de voir, mais testez-le, c'est vraiment incroyable. La vitesse d'exécution du nouveau modèle Spark, c'est vraiment instantané. Code reviews, les tâches long running et le fait de donner à Codex des moyens de s'évaluer lui-même pour pouvoir itérer en continu. Merci beaucoup, Katia, pour la présentation. C'était trop cool. Tu as fait plein de démos en plus. Je suis impressionnée par l'efficacité de Codex. On a une tonne de questions. Est-ce que ça te va si on va jusqu'à 13h05? Ouais, bien sûr, bien sûr. Cool. Du coup, en gros, j'ai vu plein... Déjà, bon, les gens étaient très contents de voir les démos. J'ai vu énormément de questions qui tournent autour un petit peu de l'intégration de Codex avec les outils d'IA. Donc, par exemple, c'est quoi l'intérêt d'utiliser l'app Codex plutôt que de l'intégrer directement dans l'IDE que tu utilises déjà? Et est-ce que c'est possible de l'intégrer dans un Xcode ou Android Studio, par exemple? Alors, dans Xcode, je crois qu'il y a un MCP server Xcode pour pouvoir tester justement le build, etc. avec Codex. Aujourd'hui, on a des extensions AD dans Cursor, et VS Code et tous les forks de VS Code. On a aussi dans JetBrains. Donc, on a des intégrations un peu natives, voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est assez similaire à l'app, en fait, sauf que là, c'est dans un seul projet à la fois, alors que la puissance de l'app, c'est qu'en fait, vous pouvez voir un peu tous vos projets en même temps. Donc voilà l'idée en fait de l'app, c'est pour ça qu'on dit que c'est un peu notre surface privilégiée, parce qu'en plus, vous pouvez aussi, si vous voulez, référencer des fichiers, par exemple, là, si je commence à taper, voilà, en gros, vous pouvez inclure dans l'app des fichiers qui sont dans votre projet comme dans les IDE. C'était ça. Oui, c'était ça la question. Trop cool, merci. Je vais enchaîner sur une question, cette fois-ci plutôt branchée sur les KPI. Alors, je suis désolée, les questions sont un petit peu en désordre. J'ai essayé quand même de faire par thème. Des gens qui se sont dit comment vous avez calculé le x10 de votre productivité. Comment vous... qui est différente fois 1,7. Voilà. Parce que par exemple, quand tu fais plus 70% de PR par Ouais. semaine, ça fait plutôt un fois 1,7. Donc, c'est pas tout à fait le x10. Donc, de manière générale, comment est-ce que tu évalues le gain de productivité, même si c'est toujours un petit peu la question éternelle pour les devs, c'est toujours un peu difficile. Du coup, le fait de voir le nombre de PR, alors, quand je dis x10, c'est une façon de parler. Hein. Il n'y a pas de truc qui a mesuré le x10. C'est moi, personnellement, et tous les gens à qui je parle, on trouve que, on dit 10x engineer, etc. Donc, d'où le x10. Mais en fait, ça dépend beaucoup aussi de ce sur quoi on est en train de travailler. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, je travaillais pour faire 5 démos en même temps quand il y avait DevD qui arrivait l'année dernière, j'avais en fait tout le temps 5 projets ouverts et j'itérais à chaque fois sur un projet, ensuite j'allais sur l'autre, etc. Donc en fait, ça me permettait de faire en même temps 5 projets, chose que je n'aurais jamais pu faire s'il n'y avait pas Codex. Donc là, c'est même pas x10, c'est encore plus. Après, si on est sur un seul projet en même temps, peut-être que le gain, il est moins important. Donc ça dépend vraiment, c'est une estimation. Du coup, après, le plus 70, pour le coup, c'était un vrai chiffre qu'on avait calculé, mais on l'avait calculé il y a quelques mois, donc je pense que c'est encore plus maintenant. Mais donc, en gros, l'idée, c'est vraiment de dire, vraiment, ça change complètement votre manière de travailler. Et en fait, finalement, en tant que dev, on devient un peu une sorte d'orchestrateur d'agent. Et donc, techniquement, on peut travailler sur 10 fois plus de trucs que ce qu'on aurait fait sur Codex.
Oui, ça répond à la question que finalement, tu peux lancer plein d'agents en parallèle, enfin, plein de tâches en parallèle. Il y a Ouais. une question, je crois, qui disait, est-ce qu'on peut lancer un front-end, un back-end, un DevOps en parallèle, et comme ça, on peut aller faire son café et attendre qu'il travaille? Ouais, carrément, carrément. Et surtout avec les cloud tasks, du coup, en fait, on peut lancer en fait plein de tâches en même temps dans le cloud et après, enfin des trucs un peu indépendants pour éviter les merge conflicts et ensuite les merge et donc travailler sur 5 features différents en même temps et donc, enfin, on peut aussi le faire en local avec les worktrees, mais moi je préfère personnellement le faire sur le cloud, comme ça tourne dans le cloud, je peux fermer mon laptop et voilà. Mm, mm, mm. J'ai vu une petite question qui m'intéresse, moi, sans que je le montre. Est-ce qu'on peut connecter Codex Review à la CI ou de manière générale complètement automatiser la review avec n'importe quelle CI mis en Alors, place? Codex Review, donc c'est un connecteur dans GitHub qui va tourner Mm, automatiquement. Après, grâce au Codex SDK, en fait, on peut implémenter un peu cette même chose partout où on veut. Donc, comme un CI step, par exemple, c'est tout à fait possible. mm, Hum, trop cool. Moi, j'ai une autre question encore. Celle-là, elle intéresse énormément les gens. On va commencer à parler financier ok. sur les paliers d'abonnement. Parce que c'est vrai que moi, typiquement, personnellement, j'utilise Claude Code pour l'instant. J'ai pris l'abonnement pro qui est à 20 euros. Je suis extrêmement limitée dans mes ambitions, honnêtement. Mais le palier au-dessus, il est vraiment trop cher pour moi. Donc, est-ce que c'est quoi le modèle économique vers lequel tu penses que vous allez tendre? Ouais, alors on va travailler dessus. On n'a pas de timeline à communiquer, mais c'est prévu de travailler sur les différents abonnements. Après, aujourd'hui, franchement, les limites avec même le plan plus qui est à 20 euros, il est enfin, c'est très avantageux. Surtout qu'en ce moment, c'est x2, donc les limites sont doublées. Il y a effectivement un système de crédit. Et d'ailleurs, j'ai vu une question que je trouvais intéressante sur qui demande des tips pour réduire la conso des tokens. Alors, Mhm. avec Codex, on a déjà, il y a de la compaction automatique, donc ça permet un peu de gérer le contexte et vous pouvez un peu ajuster le pourcentage à partir duquel se fait cette compaction. Mais surtout, en fait, il y a du caching qui est fait. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes en train de travailler sur une session très longue, en fait, ça vous coûte presque rien, même de dire juste hi toutes les X minutes, enfin, ça dépend combien de temps dure enfin, le cache ne dure pas tout le temps la même durée, mais si vous parlez souvent en fait sur la même session, ça vous coûte presque rien parce qu'on fait du caching derrière. Donc, un tip, c'est de continuer souvent les mêmes sessions plutôt que de redémarrer et de refaire analyser tout le contexte. Mm. Trop cool, merci pour la réponse. J'ai une question. Alors, en fait, je le dis parce que voilà, Claude Code, c'est beaucoup revenu dans le chat. Est-ce que rapidement, tu pourrais un petit peu résumer pour comment tu choisirais un harnais, genre Codex plutôt que Claude Code, par exemple? Ouais. Alors en fait, avant, enfin, un des sujets qu'on a vu qui remontait beaucoup. Alors, je vais juste vous montrer un truc. L'app, elle est là. En gros, un sujet qui revient surtout, c'est la personnalité. Donc, en fait, les gens parfois préfèrent Claude Code parce qu'ils trouvent que la personnalité est différente et qu'il y a un côté plus interactif, plus snappy. Mais du coup, avec le nouveau modèle, c'est ça que je voulais vous montrer, on a en fait travailler sur un modèle ultra rapide, ultra réactif. Donc là, par exemple, si je mets ce modèle ultra rapide, je peux dire change le header pour changer la tagline et mets un truc fun. Voilà. Euh, ah bah là, voilà, il est en train de faire une compaction du contexte, c'est le truc dont je vous parlais. En fait, ça va être beaucoup plus... Bon, là, il est en train de faire le contexte, donc ça illustre pas ce que je voulais dire sur le fait que c'est cool. Mais en fait, du coup, c'est un truc beaucoup plus interactif et beaucoup plus... voilà, ça vient de changer. Je sais pas si vous avez vu. Et en fait, ça, c'était un problème qu'on nous remontait souvent, qui était Claude Code, en fait, c'est beaucoup plus interactif, c'est beaucoup plus rapide. Ça, on a essayé de l'adresser. Et donc après, en fait, ça va être en fonction de la personnalité du modèle. Mais aujourd'hui, il n'y a plus tellement de différence en termes de mode d'interaction si vous utilisez ce modèle-là. La différence principale, ça va être que Codex a aussi un mode beaucoup plus long, comme on a vu, beaucoup plus... avec beaucoup plus de raisonnement. Et donc, je sais que certains utilisateurs disent qu'ils font plus confiance à Codex pour des tâches un peu plus compliquées, etc. Là où Claude Code, en fait, va prendre beaucoup de décisions
tout seul, en fait, sans forcément vérifier. Et donc, parfois, c'est pas forcément les bonnes décisions. Là, Codex, en fait, est plus, enfin, va faire plus attention sur ce mode d'interaction-là. Mais maintenant, on a un peu aussi ce truc on a un truc plus interactif, plus snappy, un peu comme Claude Code. Et après, voilà, les features, on a essayé de faire en sorte que les features qui sont dans Claude Code soient dans Codex aussi pour pas que les gens soient déroutés. Par exemple, le mode plan, des choses comme ça. Mais il y a toujours un peu des différences dans le mode d'interaction avec l'agent. Je pense que l'app Codex aussi est un gros plus par rapport à le mode d'interaction avec Claude Code, qui est surtout sur le terminal. Voilà. Mais après, c'est à chacun de se faire son idée. Ok, bah, franchement, merci beaucoup, Katia. Est-ce qu'il y a un dernier point sur lequel tu veux finir, une dernière question que tu as envie de répondre ou on peut wrap up? Alors, j'ai plus suivi les questions, mais en gros, si je peux vous laisser avec ça, qui est un peu les moyens de se démarrer avec Codex si vous savez pas, si vous n'avez pas d'idée. Voilà, je vous conseille de tester un de ces trucs-là. Comme je vous disais, c'est disponible sur la version gratuite aussi pendant encore quelques temps. Donc, tester sur une code base existante, de fixer un bug, d'expliquer la code base, de refactorer, etc. Rajouter des tests. Et voilà. Donc, avec ça, ça vous permettra de vous faire une petite idée. Trop cool. Bah, happy coding, guys. Merci beaucoup, Katia. C'était un super live et des super démos. Et merci d'avoir répondu à ces questions. Je suis désolée pour tous ceux qui avaient plein de questions et auxquelles on n'a pas pu s'adresser. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous voulez vraiment les repartager en commentaire. On pourra voir. En tout cas, merci beaucoup au chat. Vous avez été super actifs, ultra bienveillants. Vous avez répondu à plein de questions, partagé des tonnes de ressources. C'était super agréable. N'hésitez pas à noter de 1 à 5. 1, c'était vraiment pas terrible. À 5, c'était vraiment cool le live. Et là, ça nous donne un peu de la force pour la suite. Et encore un immense merci, Katia, d'avoir été là parmi nous, nous avoir démontré Codex. C'était trop, trop cool. Et bah voilà, le chat. Je vous dis à la prochaine. J'ai coupé le live. Bye bye. Salut, merci.